Professeur McGonagall, quelle a été votre relation avec l'élève Drago Malfoy durant ces années de scolarité à Poudlard? Cher jury, en tant que directrice de l'école de Poudlard, je témoigne aujourd'hui devant le major Magot en vertu de valeur. Je témoigne pour le respect. Je témoigne pour la liberté. Mais je témoigne aussi pour la mémoire. Je témoigne pour des amis, pour des collègues, pour des élèves. Car nombreuses sont les victimes de Drago Malfoy. Et nombreux sont ses crimes. Du simple sang de bourbe, pourtant lourd de sens, craché à l'angle d'un couloir, jusqu'à des tentatives d'assassinat longuement préméditées, M. Malfoy n'a cessé de menacer l'ordre et le vivre ensemble à Poudlard. Drago Malfoy a toujours été un élève agressif vis-à-vis de ses camarades. Dès son premier jour de classe, il s'est montré dédaigneux et hautain, n'hésitant pas à rabaisser les autres élèves, selon des critères arbitraires de l'ordre du sang ou de la fortune. Ce dédain s'est très vite transformé en harcèlement, voire en persécution à l'égard de ses camarades. Et ce ne sont pas l'acquisition de responsabilités ou l'exercice d'une quelconque influence au sein de l'établissement qui aurait ramené M. Malfoy à la raison. Au contraire, il a toujours méprisé le bien-être de ses camarades du moment qu'il pouvait exercer un certain pouvoir sur eux. C'est pourquoi il s'est rallié à la brigade inquisitoriale de Dolores Sombrage, ne cherchant aucunement à lutter contre le pouvoir liberticide de celle-ci. M. Malfoy a livré ses victimes à un tortionnaire. Il a vu chacune des victimes de Dolores Sombrage. Il les a vues, les unes après les autres. Et il les a poussées dans la gueule du loup. Quel rôle plus cruel et plus lâche que celui de complice. Pourtant, comme nous tous, qui avons assisté à l'ascension du Seigneur des Ténèbres, il a eu le choix. Le choix entre le juste et l'injuste. Le choix entre la morale et la facilité. Mais on finit par se complaire dans la facilité. Et le vice devient finalement une seconde nature. M. Malfoy a fait son choix. Il a inscrit le vice sur son avant-bras. Alors, une fois ce choix assumé, une fois ce vice intériorisé, sortilège impardonnable et mise en danger de la vie d'autrui semble insignifiant. Alors, quoi de plus édifiant que de faire rentrer des mange-morts à Poudlard et ainsi menacer la vie de tous les élèves et du personnel? Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Malfoy n'a cessé de troubler l'ordre et la sécurité à Poudlard. Albus Dumbledore incarnait cette ordre et cette sécurité. Le corps enseignant incarne cette ordre et cette sécurité. Et chaque élève de Poudlard porte en lui cet ordre et cette sécurité. Et aucun d'entre nous n'aurait hésité à prendre la défense d'un élève menacé si celui-ci avait pris la peine de se tourner vers nous. J'ai moi-même pris la défense de Drago Malfoy, quand Barty Croughton, junior, mange-mort, qui se faisait passer pour un professeur à Poudlard, l'a métamorphosé en furie. Je lui ai tendu la main. Il m'a tourné le dos. Parce que M. Malfoy n'a toujours entendu, il n'entendra jamais que la voix du mal. Voulez-vous voir vos enfants subir le même sort que ces innombrables victimes? Épargnez ce criminel et donnez de l'espoir aux forces du mal. Envoyez-le à Azkaban et faites-les taire à tout jamais. Madame McGonagall, vous avez eu James et Lily Potter comme élèves préférés. Vous avez offert des cadeaux à Harry Potter toute sa scolarité. Et vous avez toujours favorisé sa maison. Est-ce que vous êtes consciente des inégalités que vous avez provoquées et qui ont atteint Drago Malfoy? J'ai toujours recherché, en tant que professeur, à être impartial et juste. J'ai puni quand il fallait punir. J'ai récompensé quand il fallait récompenser. J'ai aidé Drago, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il a été attaqué par Barty Croughton Jr. Je ne suis pas de Dolores Sombrage. Je ne fais pas de favoritisme. Un élève, pour moi, est un élève avant tout. Cela fait 40 ans que j'exerce ce métier. Et mon enseignement n'a jamais été remis en cause. Celui de Dolores Sombrage l'a été. Je représente le corps enseignant et je pense que cette accusation est infondée. Merci.
Monsieur Potter, pouvez-vous nous parler de votre relation avec Monsieur Malfoy et de son comportement durant vos années à Poudlard? La dernière fois que j'ai vu Drago en personne, c'était au quai 9 3/4, à King's Cross. Il était accompagné de son épouse, Astera Atkinson, et il m'a salué, sûrement par politesse. Son regard était fuyant de culpabilité. J'ai vu ce soir-là un bourreau libre. Alors vous me demandez de témoigner, et mon témoignage sera simple. Drago est un bourreau libre, punissez-le. Drago a su passer outre la sanction. C'était un sorcier au sang soi-disant pur, pour qui rien ne portait à conséquence. Je me rappelle de ses yeux, il m'avait regardé, fixé dans les yeux, et avait prononcé les mots suivants. Si j'étais toi, je ferais un peu plus attention, Potter. Tu risques de finir comme tes parents. Imaginez ces mots dans les oreilles d'un gamin de 14 ans. Imaginez ces mots dans la bouche d'un gamin de 14 ans. Je me rappelle de son sourire à la mort de Cédric. C'est le genre d'immondice dont seul Drago est capable. Sans bourbe, c'était son insulte préférée. Oui, Drago était raciste. Pour lui, les sangs mêlés représentaient une insulte à la pureté du sang des sorciers. Une insulte à la dignité de Poudlard. Alors oui, Drago c'était un sale gosse, oui. Mais surtout c'était un assassin, un meurtrier. Ne soyons pas aveugles ce soir. Il porte la marque de traîtrise au monde des sorciers sur son avant-bras. La marque ayant pris le dessus sur l'homme. La marque faisant acte de culpabilité. C'est lui qui a utilisé la malice du sort de l'Imperium sur Manon Grossberta pour faire parvenir un collier ensorcelé acheté chez Berger et Burke au directeur de Poudlard dans l'espoir de l'assassiner. C'est lui qui a ensorcelé le collier qui devait parvenir au professeur Dumbledore, toujours dans l'espoir de l'assassiner. Non, Drago ne pouvait pas affronter seul le professeur Dumbledore. Drago est lâche, Drago est peureux, un homme trop petit pour affronter un grand homme. C'est lui qui a fait entrer Bellatrix Lestrange et le reste des mange-morts dans l'enceinte de notre école, provoquant la mort de son directeur, la paille de Poudlard et ses centaines de victimes. Alors, Drago provoque de néfastes événements, mais il est trop peureux pour occuper le premier rôle. Un sang soi-disant pur pour un esprit si malsain. Alors vous m'appelez ce soir pour témoigner, et mon message est le suivant. Drago est un assassin, un lâche. Punissez-le. Merci. Monsieur Potter, pouvez-vous lire l'avenir? Mon client n'a que 17 ans. Comment pourrait-il être marié? Merci. Pendant votre 6e année, vous avez lancé un sectum sempra à Drago et l'avez laissé vider de son sang. Pourtant, quelques mois plus tard, il vous a sauvé la vie et celle de Ron et d'Hermione en ne vous identifiant pas devant les mange-morts. Et aujourd'hui, lui est condamné alors que vous ne le saurez jamais parce que vous avez sauvé le monde de la magie. Auriez-vous pu le faire sans Drago? Sauver le monde? Sans Drago? Mais évidemment. Drago Malfoy, mais regardez-moi cet homme. Regardez-moi son corps de lâche. Je ne comprends même pas le sens de votre question. Vous pensez que j'ai demandé à être là? C'est à cause de lui que je regarde d'être à Poudlard maintenant. Hein? Espèce d'enflure. Madame Granger, pouvez-vous nous parler du lien que vous aviez avec Monsieur Malfoy durant votre scolarité à Poudlard? Si je me tiens devant vous ce soir, c'est pour dénoncer la traîtrise, l'infamie, la violence et le racisme que j'ai subis durant mes années d'études. Ces années, normalement dédiées au savoir, à l'amitié, m'ont été volées. Plutôt que d'apprendre, j'ai dû me battre. Au lieu de rire, j'ai saigné. Au lieu de m'amuser, j'ai vu mourir mes proches. Et j'ai dû mourir aux yeux de mes parents. Et tout ça pour la faute d'un seul homme, Drago Malfoy. À peine arrivée à Poudlard, la tête pleine de rêves, j'ai été insultée,
et harcelé. Sang de bourbe. C'était le mot favori. Dans la bouche d'un enfant de 11 ans. Sang de bourbe. L'insulte suprême. Car oui, mes deux parents sont moldus et que je suis sorcière. Et si ça n'avait été qu'une seule fois? Les remarques racistes étaient incessantes. Il harcelait parfois mes amis, Harry et Ron. De plus, Malfoy n'a jamais hésité à utiliser la violence contre moi. Je me souviens une fois, alors que nous étions en cours, il m'a jeté un sort, Dentes Augmento. C'est un sort qui fait pousser anormalement les dents. Ensuite, il s'est moqué de moi. Pouvez-vous imaginer une seule seconde l'humiliation et la douleur que je ressentais? Et plus nos années à Poudlard avançaient, plus il devenait une menace. En 1996, il faisait par exemple partie de la ridicule brigade inquisitoire de Dolores Ombrage. Avec cela, il se donnait tous les pouvoirs. Et il couvrait tous les abus de pouvoir de Dolores Ombrage. Je peux citer une fois où nous avons été retenus de force dans le bureau de Madame Ombrage. À ce moment-là, elle a même menacé Harry du sortilège en Doloris, sous les yeux de Drago Malfoy. Et il n'a pas bougé. Si je n'avais pas rusé pour que nous puissions nous enfuir dans la forêt interdite, elle aurait certainement utilisé ce sort et il n'aurait rien dit. Le sortilège en Doloris, je le connais. J'en ai moi-même fait les frais. J'ai été séquestrée et torturée dans le manoir des Malfoy par la tante de Drago Malfoy, Bellatrix Lestrange, alors qu'elle était évadée d'Azkaban. Durant ces minutes, qui me paraissaient être des heures, Bellatrix Lestrange me torturait. Et elle a même gravé dans mon bras l'inscription sang de bourbe. Devant les yeux de cet homme impassible, devant la douleur que je ressentais. Ce soir, il nous est possible de rendre justice. Nous savons désormais, grâce à la marque posée sur son bras, que Drago Malfoy appartenait au camp des ténèbres, le camp de la noirceur, mais aussi le camp de la mort. Car oui, Drago Malfoy est un meurtrier, il est complice de meurtre. Et il est aussi lâche. Il n'a pas osé regarder Dumbledore dans les yeux, alors qu'il menaçait de le tuer. Ce soir, j'ai accepté de témoigner en repensant à toutes les victimes des forces du mal. N'oublions pas que nous avons affaire à un meurtrier. N'oublions pas que nous avons affaire à un mange-mort. Je vous remercie. Miss Granger, à Poudlard, vous avez jeté un sort à un gardien dans un match de Quidditch pour que Ron Weasley puisse jouer. Vous avez empoisonné Ron lui-même pour éviter son rapprochement avec la Von Braun. Vous avez frappé Ron lorsqu'il vous a abandonné avec Harry. Qu'est-ce qui a motivé toutes ces actions envers Monsieur Weasley? Vous n'êtes pas sans savoir. Et si jamais vous ne le saviez pas, vous pouvez demander à tous mes professeurs que j'étais et que j'ai été diplômée comme étant la meilleure élève de Poudlard. Ces accusations sont infondées et je pense qu'elles sont moindres par rapport à tout ce que j'ai pu apporter à l'école. Madame, vous n'êtes accusée de rien, je vous demande simplement pourquoi vous avez commis ça envers Monsieur Weasley. Pour commencer, j'aimerais simplement savoir un peu quelles sont vos relations. Vous lisez l'avenir? Nous n'avons que 17 ans. Ah, vous Je pense que vous n'avez pas à poser cette question puisque nous devons nous tourner vers le cas de Drago Malfoy. Ron Weasley, mon ami. Nous avons une relation particulière, vous n'êtes pas sans savoir. Je n'ai jamais voulu de mal à Ron Weasley. Je ne lui ai jamais souhaité la mort, contrairement à l'accusé ici présente. Merci. Monsieur Weasley.
comme l'a rappelé la défense, vous êtes dans le groupe d'amis d'Harry Potter et d'Hermione Granger. Mais vous, quelle est votre perspective? Quelles sont vos relations avec l'accusé Aubry? Je viens apporter mon témoignage sur l'un des êtres les plus abjects que la Terre n'ait jamais porté. Et je voudrais d'ailleurs vous montrer que si le déshonneur intellectuel et moral avait un visage, il aurait celui de l'accusé ici présent. Monsieur Drago Malfoy a toujours montré son mépris et parfois même son dégoût pour ma famille et moi-même. Il refuse de me serrer la main, car ma famille serait traître à son sang, car n'en déplaise à ce monsieur, ma famille était aimante et protégeait les moldus. Pendant toute sa scolarité, il m'a dénigré, il m'a stigmatisé et il m'a insulté violemment devant les autres étudiants. Mais ça ne s'arrête pas là. Monsieur Drago Malfoy a avoué espérer que la victime du terrible basilic soit Hermione Granger. Et il a déclaré, je cite, que la nomination de Dumbledore en tant que directeur est la pire chose qui soit arrivée à Poudlard. Dumbledore, pourtant sûrement un des plus illustres des sorciers. On rappelle que c'est son père qui avait mis en place un stratagème visant à compromettre la sœur et à travers elle mon père pour éviter le succès des idées favorables aux humains. Lors de l'été 1994, alors que se déroule la Coupe du Monde de Quidditch, l'accusé Malfoy était placé dans le carré VIP du ministère de la Magie grâce à l'importance d'un don financier de son père, tandis que moi, j'étais dans les places plus modestes que mon père pouvait se permettre d'acheter. Mais Drago Malfoy a continué ses attaques verbales lors de la coupe de feu. Dans le train d'en fin d'année, il s'est même abaissé plus bas que terre, en faisant référence à la mort de Cédric Diggory, avant de déclarer que j'étais, avec Madame Granger, le suivant à périr. On frôle presque les menaces de mort contre Madame Granger et moi-même. D'ailleurs, Drago Malfoy est à l'origine des paroles d'une chanson insultante et moqueuse à mon égard lors du Quidditch. On a donc un personnage cynique qui dénigre et qui hait ceux qui ne sont pas de ce qu'il appelle la race pure. Mais cette haine des autres, dont j'ai été témoin, l'a aussi amené sur le chemin de la collaboration avec des tortionnaires. Lors de la mise en place de la tristement célèbre brigade inquisitoriale, dont la maîtresse, Madame Ombrage, ne se gênait pas pour appliquer la torture sur ses élèves, il en a profité pour retirer des points à la maison Gryffondor au motif que j'étais débraillé, que Madame Granger était une sang de bourbe. Il a participé à la détention de Harry, Hermione, Neville, Ginny, Luna et moi dans le bureau d'Ombrage. Mais c'est par la suite que l'accusé Drago Malfoy va sombrer et se laisser entraîner par sa lâcheté sur les pentes de l'infamie en se rendant complice des mange-morts et en réalisant plusieurs tentatives de meurtre. Lors d'une seconde stratégie de secours pour réaliser le funeste projet du Seigneur des Ténèbres, il a essayé de m'empoisonner et il l'a fait en me faisant boire un verre d'une bouteille d'hydromel, mais qui était pourtant destinée à Dumbledore. Quand des traqueurs mange-morts nous ont capturés, Harry, Hermione et moi, ils nous ont amenés au manoir des Malfoy. J'étais dans ce manoir et j'ai vu Bellatrix Lestrange torturer Hermione. J'ai été séquestré dans la sinistre cave des Malfoy. Ensuite, j'ai tout fait pour sauver Madame Hermione Granger de la torture qu'elle subissait. Cet homme, si c'en est encore un, est un cynique harceleur, tortionnaire et même meurtrier, bercé dans une idéologie raciste que l'histoire a bien trop connue. Il a maintes fois fait preuve du peu d'humanité qu'il avait en lui. Mesdames et messieurs les jurés, en le condamnant, vous ne condamnez pas un homme, mais vous envoyez juste un monstre là où il doit être, en cage. Et les familles Malfoy et Weasley se détestent depuis toujours. Vous avez toujours détesté Drago. Est-ce que vous pensez qu'en grandissant dans une famille telle que les Malfoy, vous n'auriez pas été aussi perdu que lui? Comment l'idée même d'être perdu peut justifier de mépriser toute une famille? Mon père, il l'a méprisé. Il a été blessé par un mange-mort. Ma mère, il l'a méprisé. Il l'a insulté. Ma sœur a failli périr. Mon frère a été méprisé lui aussi. Quant à mon autre frère, il n'est plus là pour témoigner. J'ai été au-dessus de son corps, inerte. J'ai vu tout de même un dernier sourire.
J'ai vu la joie la vie sur son visage. Maintenant, il n'est plus. Alors comment osez-vous comparer deux familles? Une famille qui harcèle, qui exerce la torture, qui tue, et une famille qui aime, qui est tolérante, et qui n'a subi que la fureur d'une famille de meurtriers. Je ne pense que vous n'avez pas compris la question. Je vous demande de répondre à si vous aviez été, dans le cas de Drago, de grandir dans une famille comme la sienne, est-ce que vous auriez été aussi perdu que lui et aussi terrorisé? Terrorisé? Où était la terreur? Où était la terreur quand pendant toute ma scolarité, il me ramenait sans cesse à ma famille, sans cesse à ma pauvreté, sans cesse aux menaces? Alors non, je ne suis pas de sa famille, et je ne le serai jamais. Madame Umbral, merci pour votre présence. Quelle relation avez-vous avec la famille Malfoy? Des Malfoy. Très cher. Calme. Les Malfoy, disais-je, sont une grande famille de sorciers, comme le monde des sorciers en a très peu connu. Malheureusement. Lucius Malfoy était le préfet de la maison Serpentard quand j'en faisais alors partie lors de ma scolarité à Poudlard. C'était un homme exigeant, un homme de bon sens, un homme qui inspirait le respect et la peur. J'ai également collaboré avec lui au ministère lors de notre travail sur ces lois concernant les hybrides, avec quelque peu de liberté à l'époque, dirons-nous. Et comme je le disais, Lucius était un homme de bon sens. Il a su travailler avec moi et nous avions reconnu ces libertés trop extensives. Très bien. Est-ce que vous avez ressenti un intérêt particulier pour vous de la part de l'adolescent? Oui, évidemment. Comment ressentir le contraire, dirais-je? Oui, Malfoy avait une sorte d'admiration pour moi. Il me l'avait d'ailleurs avoué lors de l'entretien préliminaire à son engagement des dites brigades. Il ne s'agisse pas vraiment de brigade. Et je pense que cela venait de ma proximité avec Lucius, avec son père. Mais également, et tout de même, il faut le reconnaître, je suis une ancienne Serpentard avec un parcours d'exception. Je vous reconnais. Comment avez-vous senti l'influence de la personnalité de M. Potter dans l'école durant votre mandat de directrice? Monsieur Potter. Monsieur Potter occupait toute l'attention. Depuis ses mensonges, depuis ses déclarations, à l'été, avant la rentrée, tous les regards étaient portés sur Monsieur Potter et sur la maison Gryffondor. Cela encore plus qu'à son habitude, il fallait que cela cesse. J'ai d'ailleurs, lors de ma prise de direction de l'école Poudlard, engagé un rééquilibrage au profit de la maison Serpentard qui avait été négligée jusqu'alors. Et Malfoy a été d'une grande aide dans cette entreprise. Pouvez-vous décrire le statut de Drago Malfoy dans la vie de la maison? Drago Malfoy était le préfet de la maison Serpentard. À ce titre, il a assuré son rôle de préfet, il a favorisé sa maison. Drago était préfet tout comme son père. Il était digne de son père, je dirais. Il était dévoué. Il a su être opportuniste, je dirais. Tout comme il faut savoir l'être. Il a su savoir qu'il pourrait briller et gagner des points au bon moment en s'engageant à mes côtés pour restaurer
l'ordre dans cette école qui s'était installée à cause d'activités dissidentes qui régnaient dans cette école. Madame, j'en ai terminé avec la question. Je laisse la place à l'accusation. Miss Ombrage, quelle indignité. Ce n'est pas l'image que je me faisais de l'éducation nationale. Je tiens à rappeler ici devant tout le monde que vous êtes actuellement à Azkaban, condamné pour avoir jeté des sorts sur des enfants nés de parents moldus. Comment osez-vous également défendre devant tout le monde Lucius Malfoy, criminel reconnu et condamné? Et ma question est la suivante. Comment osez-vous penser que votre plaidoirie sert la cause de l'accusé? J'entends dire la vérité, très cher. Monsieur Lucius Malfoy était une personne que j'admirais et que je respectais. Mon témoignage va dans ce sens. Le jugement qui s'est porté sur lui, la décision de le mettre dans cette prison qui est celle d'Azkaban n'est pas la mienne. Et oui, je respectais cet homme dont nous partageons certaines valeurs. Mon témoignage, je pense, j'en suis même sûre, monsieur, sert l'accusé en ce qu'il vous permet à tous de comprendre que cet homme a vécu dans une famille qui partageait des valeurs particulières qui lui ont été inculquées et vous permettent à tous, messieurs dames, de comprendre également qu'il s'agissait d'un enfant dont je dois avouer j'ai su user l'influence que je possédais sur cet enfant qui, oui, avait de l'admiration pour moi, un respect, évidemment. Avez-vous une autre question? Miss Warren, tout le monde ici sait que vous avez été assassiné par Tom Jedusor. Pourriez-vous nous dire quel type d'adolescent il était? Quand il était élève à Poudlard, j'étais admirée. Il savait s'y prendre avec les élèves et les professeurs. Surtout, il savait se cacher sa vraie nature. Qui aurait cru que derrière cet élève modèle se cachait un futur mage noir? Mais surtout, il ne ressentait aucune émotion. J'étais en pleurs dans les toilettes lorsqu'il m'a assassinée de sang-froid. Cela ne l'a pas empêché de commettre son crime. C'est l'état d'esprit d'un tueur en série, totalement insensible à ses crimes. Il portait le poids de ses actes sur ses épaules, sans ressentir le remords lui peser. Tom Jedusor était solitaire, mais par choix, comme s'il considérait supérieur aux autres. Mais comment réussir à décrire les sentiments qui pouvaient habiter Tom Jedusor, alors même qu'il ne semblait ne rien ressentir? Vous avez également fréquenté Monsieur Drago Malfoy. Pourriez-vous nous dire quel type d'adolescent il était? Drago était solitaire, mais d'une solitude différente de celle de Tom Jedusor. Il était seul parce que personne ne pouvait ou ne voulait le comprendre. Surtout, il est rapidement devenu la cible de plusieurs élèves de cette école. Je me souviens très bien des mots que Harry Potter avait à son égard lors de sa 2e année. Il préparait du polynectar dans mes toilettes avec ses amis parce qu'il accusait Drago d'avoir ouvert la chambre des secrets. Vous accusez Drago de moquerie, mais Harry Potter lui collait l'étiquette d'assassin alors qu'il n'avait que 12 ans. Vous savez, je me suis rapidement reconnue en Drago. Moi aussi, j'ai été mis au banc de cette école. On m'appelait Mimi la grosse. Et encore aujourd'hui, je reste Mimi géniale. Personne ne le considérait, si ce n'était pour se moquer de moi. Drago a été le premier à me donner de l'attention. Il avait besoin de quelqu'un qui l'écoute sincèrement, sans juger. Il m'a confié
les regards accusateurs qu'il subissait dans les couloirs, comment il devait s'efforcer de rester droit devant sa maison et ses parents, et comment il devait faire semblant qu'il détestait la fille qu'il aimait. Enfin bref. Nos conversations sont devenues son seul refuge. Donc, en comparant les deux caractères, diriez-vous que Drago était un tueur? Drago n'est pas un tueur. Pour avoir été la première victime de Tom Jedusor, le sorcier le plus meurtrier de tous les temps, je peux vous affirmer que tout les oppose. Tom Jedusor a accusé Drag Hagrid de m'avoir tué. Il était lâche et cachait ses agissements. Vous accusez Drago pour m'avoir avoué ses tentatives d'assassinat. Mais cela prouve uniquement qu'il n'arrivait pas à vivre avec cette culpabilité. Quand il croisait son reflet dans un miroir des toilettes, il s'effondrait instantanément en larmes. Là où Tom Jedusor souriait de ses agissements, Drago était hanté par des crimes qu'il n'avait pas commis de son plein gré. Il m'a confié qu'il n'arriverait jamais à tuer Albus Dumbledore. Mais surtout à quel point il n'avait pas le choix. Il était tiraillé. S'il échouait, Voldemort aurait tué toute sa famille devant ses yeux. En refusant de tuer Albus Dumbledore, Drago Malfoy s'est opposé au destin qu'on lui avait dessiné. Drago n'est pas un tueur. C'est un garçon que personne n'a jamais pris la peine d'écouter. Très bien, j'en ai terminé, merci. Sorel, vous êtes réputée pour être une femme, un fantôme assez pervers. Vous avez espionné Cédric Diggory dans la salle de bain au 5e étage. Vous harcelez les étudiants qui vont aux toilettes. Quelle valeur a votre témoignage sur la soi-disant personnalité, sur la victimisation de Drago Malfoy? Comment pouvons-nous vous croire et vous accorder quelconque crédit? Parce que je suis un fantôme? Non mais vous n'avez pas honte? Personne ne me considère dans cette école. Vous dites que j'ai harcelé des gens? Mais c'est moi qui ai été harcelée, monsieur. Olive Hornby m'harcelait totalement. C'est pour ça que je suis morte. J'étais dans les toilettes, en train de pleurer, quand Tom Jedusor m'a tuée. Comment ça, mon témoignage ne pourrait avoir aucune incidence? J'ai vécu une année entière à écouter Drago me parler à quel point il était déchiré, à quel point il était tiraillé en ce qu'il devait faire, que ce n'était pas lui, mais qu'il n'avait pas le choix. Vous pensez vraiment qu'il avait le choix? Voldemort l'aurait tué, l'aurait fait souffrir, aurait fait tuer toute sa famille. J'en ai terminé. Madame Malfoy, vous avez grandi dans la famille Black, dont le credo est toujours pur, où certains membres de la famille ont été bannis. Est-ce que ce sont les valeurs que vous avez inculquées à Drago? Oui, bien sûr. Lucius et moi-même avons toujours tout fait pour éduquer Malfoy, Drago, mon fils, selon la valeur fondamentale du sang pur. Imaginez un peu qu'il se détourne de cette valeur. Il aurait dès lors été considéré comme un traître, comme l'ont été Sirius Black et même ma propre sœur. Rendez-vous compte de la pression qui pesait sur ses épaules. Être à la hauteur d'un tel héritage familial n'est pas chose aisée. Un enfant ne peut être considéré comme coupable pour les torts de sa famille. De plus, comprenez bien que celui dont on ne doit pas prononcer le nom a toujours été considéré par les gens de notre rang comme quelqu'un de très important. En tant que descendant de Salazar des Serpentards, nous lui devons allégeance, nous lui devons respect, et Drago n'a jamais eu d'autre choix que de le suivre et d'écouter ce qu'on lui a ordonné. Tout est ma faute. Je me rends compte à présent, quand vous énoncez tous ces torts, que je lui ai imposé des valeurs qui ne sont plus dans l'air du temps. Et je l'ai jeté malgré moi dans les griffes du Seigneur des Ténèbres. Comment définiriez-vous la relation entre votre mari et votre fils? Je dirais que Drago a toujours eu énormément de respect pour Lucius. C'était son modèle.
D'un autre côté, Lucius a toujours été tellement strict dans son éducation qu'il a pu effrayer Drago, parfois. En tant que fils unique, Lucius mettait énormément de pression sur les épaules de Drago. Et il lui arrivait qu'il soit violent avec mon fils. Quand il rentrait pendant les vacances, il avait à la fois peur d'échouer devant son père et de ce qui pouvait lui arriver après. J'ai toujours voulu le protéger de notre passé familial avec le Seigneur des Ténèbres. Refuser qu'il aille à Durmstrang pour apprendre la magie noire était une façon de lui empêcher le même destin que son père. Alors, quand vous savez qui est revenu et a obligé tous les mange-morts à le servir à nouveau, j'ai tout fait pour protéger mon fils et qu'il ne rejoigne pas ses rangs, mais Lucius n'aurait juste pas dû laisser faire. Pourquoi vous êtes-vous tourné vers Severus Rogue? N'aviez-vous pas confiance en votre fils pour exécuter le serment de celui dont on ne doit pas prononcer le nom? Ce n'est pas une question de confiance. Je savais très bien que vous savez qui avait imposé cette mission à mon fils pour le blâmer de mes torts et de celui de mon mari. Cette mission suscite d'assassiner Dumbledore. C'était seulement pour nous punir de l'échec de Lucius. Il voulait que mon petit garçon soit pris en flagrant délit. De plus, le Seigneur des Ténèbres en a toujours voulu à notre famille de ne pas l'avoir aidé à revenir après la Première Guerre. C'est facile pour vous de nous juger, mais vous n'avez jamais eu à subir son autorité, son pouvoir, ses ordres. Quand il ordonne, on obéit, c'est tout. Il n'y a pas d'alternative. Alors, quand j'ai appris la mission qui avait été donnée à Drago, j'ai cherché quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, assez proche de Drago, de Dumbledore et de vous savez qui. Severus était tout désigné, l'obligeait à aider mon fils et à réaliser sa mission. S'il n'y arrivait pas, c'était mon seul rempart, notre seul rempart face à Voldemort. Jamais nous n'avons souhaité la mort de Dumbledore, et Drago encore moins. Il a un bon fond. Il n'avait d'autre choix que d'exécuter les ordres du Seigneur des Ténèbres. J'étais si inquiète pour lui. Comment pouvez-vous l'accuser de nos torts à mon mari et moi? Comme s'il n'avait pas été déjà assez traumatisé par vous savez qui. Vous voulez le juger, le punir, alors qu'il est une de ses nombreuses victimes. Vous n'avez donc aucune pitié. Mettez-vous un peu à sa place. Madame Malfoy, votre mari, condamné pour avoir collaboré avec Voldemort, avait échappé à la prison une première fois en essayant de se repentir de ses fautes. Cela ne l'a pas empêché de recommencer. Qui nous dit que Drago Malfoy n'imitera pas son père? Je vous reprends sur les faits, vous avez tort. En effet, si nous avons échappé à la prison la première fois, c'est tout simplement parce que durant la Première Guerre, nous étions menés à la baguette. Et littéralement, avec le sortilège de l'Impendium, comme vous le savez sûrement, vous avez dû le mettre. Écoutez, Drago n'a que 17 ans. Vous voulez juger quelqu'un qui n'est pas encore majeur? Vous voulez juger mon fils qui a été torturé, qui a déjà subi des séquelles énormes? Vous n'avez aucun cœur. Merci. Drago Malfoy, vous êtes le fils unique des Malfoy. Vous êtes un fils de mange-mort. Vous avez grandi dans un milieu haineux et violent. Vous avez été préfet de Serpentard. Vous avez été choisi personnellement par celui dont on ne doit pas prononcer le nom pour tuer le directeur de Poudlard. Et pourtant, vous n'avez pas tué Dumbledore. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Merci. La raison est simple. Je ne voulais pas tuer Dumbledore. Ce n'était pas mon choix. Vous savez qu'il m'a confié une mission quasiment impossible afin de punir mon père, Lucius. C'était pas mon choix.
Ça faisait pas longtemps depuis que mon père s'était donné un spectacle au ministère de Magie. C'était la deuxième fois qu'il avait déçu le Seigneur de Ténèbres, et il était à bout de sa patience. Le Seigneur de Ténèbres ne s'en foutait que je réussisse au boulot. Il voulait juste que je souffre. Si je n'arrivais pas à réaliser ce qu'il m'avait confié, il m'aurait tué pour démontrer son pouvoir à mon père. Désolé, c'est difficile à me remémorer tous ces événements. Je n'aurais pas dû faire partie d'un conflit personnel entre mon père et Voldemort. Mais au début de ma 6e année à Poudlard, j'ai été entraîné contre mon gré. Nous ont volé mes rêves et mon enfance avec le monde vide de sens. À la tour d'astronomie, quand je devais accomplir ma mission, Dumbledore savait. Ce n'était pas dans mon caractère. C'était pas du tout dans mon caractère. Malgré le mépris de ma famille et les mangements envers lui, après l'avoir désarmé, et malgré la véritable menace de mort entre mes mains, Dumbledore m'a regardé avec compassion. Il m'a rappelé mon vrai caractère, celui d'un homme qui était tombé dans une bataille dont je ne faisais pas partie. Il m'a avoué qu'il savait pour les 2 premières tentatives que j'avais sabordé sans m'en rendre compte. Le moyen que j'avais choisi pour les 2 premières tentatives était de toute façon insuffisant pour tuer un sorcier comme Dumbledore. J'étais même un peu soulagé d'apprendre que M. Weasley était la personne qui a reçu le... Dès le premier moment de cette épreuve, j'avais constamment peur dans ma vie. Constamment peur. J'en ai honte, mais j'en étais réduit à pleurer dans les toilettes avec Mimi Génial. C'est vrai. Je lui ai dit que j'arrivais pas à accomplir la mission confiée à moi par le Seigneur du Ténèbres. Et à moins que je le fasse bientôt, il a dit qu'il me tuera. Et c'est parce qu'il doutait de ma fidélité que le Seigneur des Ténèbres m'a apposé le marque de Ténèbres. J'ai pourtant essayé de me soulager de ce fardeau de toutes les manières possibles. J'ai délaissé mon rôle de préfet de Serpentard, alors que j'y tenais pour obéir aux autres. J'ai réparé l'armoire à disparaître pour faire entrer les mangements dans Poudlard. Et j'ai même désarmé Dumbledore. Et pourtant, je n'ai pas été capable de l'éliminer. J'ai craigné la rage de Voldemort. Et pourtant, ça n'a pas suffi à me dénaturer. J'ai essayé de le prouver en faisant croire que je ne reconnaissais pas Harry au manoir, en me positionnant avec Poudlard, et ce, contre tout ce qu'on m'a appris. Et je suis ici, traité comme un des mangements les plus fidèles du Seigneur des Ténèbres. Dumbledore avait raison, je ne suis pas un assassin. Peut-être que vous avez du mal à me croire ce soir, mais vous devriez l'écouter. Merci. Monsieur Malfoy, étiez-vous fier de votre père, oui ou non? Je ne peux pas répondre dans un mot, parce que j'ai toujours cherché l'admiration de mon père. Oui ou non? Je ne peux pas répondre dans un mot. Vous passiez votre temps à vanter votre père. Comment peut-on savoir alors que vous n'allez pas suivre sa voie? Parce que c'est vrai, j'avais une enfance compliquée. J'ai grandi dans une maison où la première chose dont j'ai appris c'était du son. Et je suis entré à Poudlard à l'âge de 11 ans avec une idée qui était confiée à moi par mon père. Et c'est vrai, pendant mes années à Poudlard, j'ai suivi ce qu'il m'a appris, parce que je ne savais aucune façon de passer ma vie. Mais
tout ce que je peux dire, c'est que je suis pas un assassin. J'étais demandé. Et j'ai essayé de faire tout le possible, de faire plaisir au Seigneur de Ténèbres, sans accomplir la mission qu'il m'avait confiée. C'était de tuer de l'autre. Même avec les conditions favorables à le tuer, j'arrivais pas. Même avec la peur de mort entre les mains du Seigneur de Ténèbres, j'arrivais pas. Merci. Mesdames, Messieurs les juges, chers membres du jury, chers confrères et consoeurs de la défense, le procès auquel nous assistons aujourd'hui est symbolique. Prenons quelques secondes pour y réfléchir. Qui ici n'a jamais connu quelqu'un victime d'harcèlement? Qui ici n'a jamais entendu de propos racistes, discriminants, sans jamais savoir comment y faire face? Très peu de monde peuvent répondre par la négative à ces deux questions. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, vous avez l'occasion de juger quelqu'un qui a généré d'immenses souffrances. Ces souffrances ont été racontées avec authenticité par nos témoins. Et nous les remercions d'avoir eu le courage de revenir sur des éléments douloureux et sur de profondes blessures. Ce procès, toutefois, n'est pas une vengeance pure et dure à l'encontre de M. Malfoy. Ce n'est pas une revanche qu'on prendrait contre lui. Non, c'est bien plus que cela. Il s'agit de rétablir la justice. La justice, rappelons-le, réside dans un équilibre, dans une subtile alliance de sévérité et de justesse qui permet aux victimes de panser leurs plaies et à notre société de continuer à fonctionner. Dans le cas de M. Malfoy, la balance penche dangereusement. L'équilibre a été rompu par la multitude de chefs d'accusation, à juste titre, portés à son encontre. Si la justice a triomphé dans la guerre qui nous opposait face au mange-mort, alors elle doit triompher au moment de juger leurs anciens partisans. Ce procès est donc là pour rétablir cet équilibre, pour que les victimes de la guerre, en général, non pas uniquement celles de M. Malfoy, puissent penser leurs blessures pour que notre société puisse repartir sur des bases saines. En jugeant M. Malfoy, nous jugeons en réalité tous les bourreaux, tous les agresseurs, les corrompus, ceux qui n'hésitent pas à user de la terreur autour d'eux afin d'asseoir leur place dans le monde. Et ceci a commencé dès le banc de l'école. Durant sa scolarité à Poudlard, Monsieur Malfoy a montré à quel point il était un individu violent, capable de violence physique, pouvant même déboucher sur des tentatives d'assassinat. Si ces tentatives d'assassinat se sont avérées être des échecs, ne nous réjouissons cependant pas trop de ces échecs, puisqu'en tentant de tuer un individu, il en a blessé une multitude d'autres. Ces blessures n'étaient cependant pas des accidents, non. Monsieur Malfoy est un stratège. La souffrance est un jeu pour lui, voire un plaisir. En témoigne son utilisation du sortilège Imperium et sa tentative d'utilisation du sortilège Doloris, le sortilège de la torture. Ces sortilèges sont proscrits par le code pénal magique, puisqu'ils sont, souvenez-vous, impardonnables. Impardonnables, oui. Impardonnables sont les actes de Monsieur Malfoy. Des actes qui justifient lui-même par des propos racistes et discriminants. Si Monsieur Malfoy a pu procéder à de la torture physique, ces actes relèvent également de la torture psychologique. En effet, nombreuses sont les accusations portées contre lui pour harcèlement d'élèves de son âge ou bien souvent plus jeunes. Il martyrisait ses camarades, les considérant inférieurs et les traitant de sans-doute. Le caractère raciste des propos de M. Malfoy les rend d'autant plus condamnables. M. Malfoy a également pu, par ses propos, manipuler certains de ses camarades.
afin de les rallier à sa cause. Il a incité ses camarades de Serpentard à contribuer à l'atmosphère de haine et d'insécurité qui a permis à l'armée des ténèbres de perdurer. Combien d'entre vous ont perdu des proches qui n'ont jamais été retrouvés? Combien d'entre eux ont succombé au mange-mort sous les coups de la torture? Beaucoup, indéniablement. Pendant ce temps-là, Monsieur Malfoy profitait d'une existence paisible auprès de ceux qui ont failli mener notre société à sa perte. Cependant, il contribuait à son niveau aux actes commis par l'armée des ténèbres. Aujourd'hui, la grande majorité des mange-morts ont été jugés coupables et sont emprisonnés à Azkaban pour crime, complicité ou participation au crime organisé. Il me semblerait, cher juré, que les chefs d'accusation portés contre M. Malfoy soient de la même nature. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas simplement de juger un garçon qui, par hasard, comme si on pouvait par hasard, harceler ses camarades qui n'avaient pas conscience de ses actes. Non, ici, tous les éléments convergent vers une parfaite lucidité de M. Malfoy dans l'accomplissement de ses actes illégaux et immoraux. Les témoignages auxquels nous avons assisté dépeignent un homme manipulateur, un agresseur, dépeignent un homme qui se délecte de la souffrance d'autrui. Que cette souffrance dérive de ses propres actes ou des actes des mange-morts. Les mange-morts, rappelons-le, sont une organisation qui se base sur la haine raciale, un groupe terroriste qui a commis de nombreux crimes de guerre. Et M. Malfoy les a rejoints avec enthousiasme, et il a été accueilli à bras ouverts. Ces témoignages de nos témoins, sont bien plus éloquents que n'importe laquelle de nos plaidoiries. Nous parlons d'étudiants agressés, harcelés, et pire encore, nous parlons de professeurs poussés à bout. Alors, qui sont ces témoins? Eh bien, c'est simple. Nous avons Hermione Granger, élève brillante, sérieuse, collectionnant les meilleures notes, toujours à la bibliothèque, ne décrochant pas de sa chaise tel une moule sur son rocher. Nous avons Ronald Weasley, et vous l'avez vu, un garçon timide, renfermé, réservé, complexé par ses cheveux roux et ses taches de rousseur. Monsieur Weasley, issu d'une longue fratrie, dernier fils, ayant eu à vivre dans l'ombre de ses frères, issu d'une bonne famille, de la classe moyenne, un père fonctionnaire, une mère femme au foyer, un cadre, somme toute, plus classique, à l'inverse du milieu bourgeois et privilégié dans lequel M. Malfoy a grandi. Et on voudrait nous faire croire que ce milieu est une tare en plus. Et enfin, le comble, M. Weasley ayant eu comme animal de compagnie un rat pittoresque amputé d'un doigt, qui s'avère être le dangereux criminel du nom de Peter Pettigrew. Enfin, célèbre Harry Potter qu'on ne présente plus, orphelin, martyrisé par sa famille d'accueil, qui a su trouver en Poudlard une famille de substitution. Mais à peine les portes de l'école franchies, il trouva en la personne de Drago Malfoy un nouveau bourreau. Et pourtant, M. Potter n'a pas hésité à défendre ses camarades, qui, peut-être par manque de courage ou de force, ne se sont jamais rebellés contre M. Malfoy. De même, pouvons nous poser la question, quel message va envoyer la justice dans ce témoignage d'une professeure émérite qui a servi le ministère en début de carrière et qui a passé 40 ans de sa vie à enseigner à Poudlard, et dont on voudrait en plus remettre le témoignage en cause par Madame Dolores Ombrage, condamnée à Azkaban et idolatrice de Lucius Malfoy. Nous devons rappeler que professeur McGonagall, en l'absence du ministère, a défendu Poudlard avec ses confrères et les étudiants contre le statut d'or. Et vous verrez, cher juré, comment
sans une once de dignité, la défense va oser discréditer les paroles de cette femme. Le soutien des témoins de la défense à M. Malfoy n'est pas étonnant, puisqu'ils ont tous contribué à perpétuer la haine et la violence dans notre société magique. Quel crédit allez-vous accorder à de tels représentants de la haine? Certains d'entre eux ont pu transmettre à M. Malfoy son goût du vice et sa notion bancale de la justice. Comment accorder de la crédibilité au témoignage d'une mère qui a inculqué à son propre fils la violence d'autrui? Car oui, l'environnement familial de M. Malfoy a constitué un terreau fertile dans lequel la violence et la haine ont pu se développer. Madame Malfoy, vous êtes responsable d'avoir transmis à votre fils des valeurs discriminatoires telles que la pureté du sang ou la supériorité de certaines familles de sorciers. Monsieur Malfoy était également très proche de sa tante, Madame Lestrange, qui lui a transmis sa conception de la morale, très loin de nos lois et de valeurs morales qui sont les nôtres et que nous défendons aujourd'hui. Ainsi, chers jurés, ne vous laissez pas aveugler par les témoignages d'individus qui ont plus contribué aux actes illégaux et immoraux de M. Malfoy. N'oubliez pas, en l'honneur des trop nombreuses victimes, tous ces crimes. N'oubliez pas qui sont ces interlocuteurs qui tentent de justifier l'injustifiable, d'excuser l'inexcusable, de pardonner l'impardonnable. Ici, seuls les faits comptent, seuls les crimes seront condamnés. Ne soyez pas rassurés parce que la guerre est terminée, mais sentez-vous concernés, car la page n'a pas encore été tournée. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les juges, mesdames les membres du jury, chères consoeurs et chers confrères de la défense, monsieur le ministre de la magie, monsieur le premier ministre Moldu, que j'aperçois au fond de la salle, monsieur le président de la Confédération internationale des sorciers, madame la directrice de Poudlard, madame la directrice de l'école magique de Beaubateau, monsieur le directeur de l'école magique de Domsrang, madame la directrice du département de justice magique. Je tiens à saluer personnellement chacun d'entre vous. La présence à cette audience d'autant de personnalités de notre communauté magique montre à quel point ce procès est historique et symbolique. Ce procès, c'est celui du harcèlement scolaire. C'est celui de la malhonnêteté, de la volonté de faire souffrir. C'est celui de la discrimination raciale. C'est enfin celui de la participation d'un sorcier à une entreprise terroriste. Apaisons les esprits et faisons du droit. Mesdames et messieurs les juges, mesdames les jurés, vous formez le Magen Mago, la plus haute juridiction de notre ordre de droit magique. Vous figurez parmi les sorciers les plus respectés de notre communauté. Vous êtes réunis solennellement pour cette affaire qui revêt un intérêt général. Si Drago Malfoy a été déféré devant vous aujourd'hui, c'est parce que les crimes et les délits qui lui sont reprochés sont parmi les plus graves qui puissent exister dans notre droit. Je tiens d'ores et déjà à rappeler l'importance du respect des droits fondamentaux de l'accusé. Et votre volonté de mener les débats en toute impartialité le confirme. Depuis que votre décision Harry Potter du 12 août 1995 a été condamnée par la Cour européenne magique des droits de l'homme pour manque d'impartialité de l'interrogatrice Dolores Umbridge, vous avez décidé de réorganiser votre tribunal. Vous avez sélectionné par concours les jurés qui siègent à cette audience en évaluant leur maîtrise du Wingardium Leviosa. Monsieur Malfoy doit donc être jugé et condamné dans le plus grand respect de son droit à un procès équitable. Ce droit demande d'abord de présenter l'accusé
de manière sincère. Drago Malfoy est fils unique, doté d'une intelligence perfide, d'une lucidité sans pareille, d'une volonté de nuire particulièrement manifeste, d'une arrogance sans faille et d'un narcissisme à toute épreuve. Monsieur Malfoy est un enfant pourri gai. Il a grandi dans une atmosphère de regrets et de souvenirs d'un passé glorieux. Le regret d'abord de la première déconfiture de Voldemort en 1981. Notre communauté magique a depuis, et heureusement, été libérée de ce terroriste génocidaire. Monsieur Malfoy a grandi dans l'ombre de son papa, entièrement dévoué au culte de Voldemort. Son papa, lui, qui voulait envoyer le petit Drago à Durmstrang, école magique connue pour son enseignement de magie noire, et où les étudiants nés moldus ne sont pas admis. Monsieur Malfoy a surtout été élevé dans la haine raciale la plus exacerbée à l'égard de ceux qui n'appartiennent pas au cercle privilégié des sans-purs. La famille Malfoy a toujours recherché le pouvoir et la richesse, quel qu'en soit le prix, peu importe l'endroit. Elle a estimé que le meilleur endroit pour conforter leur pouvoir et leur position sociale se trouvait aux côtés de celui dont on peut finalement prononcer le nom parce qu'il est mort. Mais la famille Malfoy, par contre, ce n'est pas seulement cela, c'est aussi l'une des pires familles d'esclavagistes de notre communauté. Le pauvre Dobby, qui n'est malheureusement plus là pour en témoigner, a subi la cruauté de ses premiers maîtres. Certes, notre droit magique n'interdit pas le recours à l'asservissement des elfes de maison. Mais je vous invite à faire évoluer votre jurisprudence. Il n'est en effet plus acceptable en 1998 de maintenir la situation d'esclavage et de traitement dégradant subie par les elfes de maison. N'ont-ils pas retrouvé leurs oreilles pincées dans la porte d'un four, ou leurs doigts brûlés par un fer à repasser sur les ordres de leur maître? Je vous demande donc de reconnaître Monsieur Malfoy coupable du crime d'esclavage des elfes de maison, doublé d'un traitement dégradant sur un être sensible, en violation de la Convention intercontinentale de libération des elfes de maison de 1961. Mais ce n'est pas tout. L'accusé s'est également rendu coupable d'un harcèlement scolaire, moral et d'injures racistes à l'égard des sorcières et des sorciers qui ne sont pas de sang pur. Les exemples ne manquent pas et certains d'entre eux ont déjà été mentionnés. Je souhaiterais à ce stade verser une pièce au dossier, une pièce d'ordre sonore que je m'empresse de vous faire écouter. Tu vois, Weasley, contrairement à certains, mon père peut acheter ce qu'il y a de mieux. Mais aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour être dans l'équipe. On les a choisis pour leur talent. Personne ne t'a demandé ton avis. Espèce de sang de bourbe. Il est d'ores et déjà difficile pour vous, Monsieur Malfoy, de nier les faits que l'on vous reproche, tel Dudley Dursley, aussi appelé le cousin à la queue de cochon, Drago Malfoy s'est attribué de son plein gré, et avec la volonté de nuire, la mission de harceler toutes les personnes qu'il haïssait. J'insiste sur la motivation haineuse. Même s'il était mineur au moment des faits, ce qui n'est plus le cas puisque la majorité en droit sorcier est à 17 ans, la motivation de haine raciale ne peut jamais, dans aucune situation, permettre à une personne qui s'est rendue coupable d'un tel harcèlement d'échapper à la condamnation. Je vous demande donc de reconnaître Drago Malfoy coupable du délit de harcèlement moral, doublé d'une motivation de haine raciale, sur des mineurs de moins de 15 ans et en présence d'autres mineurs. Cette persécution à l'égard des élèves de Poudlard a atteint son paroxysme lorsque l'accusé s'est engagé dans la brigade inquisitoriale de Madame Ombrage. Il s'est alors rendu coupable de tortures physiques et psychologiques sur des personnes mineures et pourra être condamné en conséquence. Ces trois premiers chefs d'accusation ne sont que la partie immergée de l'iceberg, vous l'imaginez bien. L'accusé s'est surtout rendu coupable du crime de participation à une entreprise terroriste. La nature terroriste du projet de Tom Elvis Jedusor ne fait maintenant plus aucun doute. Assisté de mages noirs, au sang pur, mettant en danger la sécurité et la tranquillité du royaume, il avait pour but d'éliminer les familles d'ascendance moldue. D'ailleurs, dans votre jurisprudence récente, Royaume des sorciers contre Lucius Malfoy, vous avez pu qualifier cet obscur projet d'entreprise terroriste. En 1996, il y a déjà 2 ans, Voldemort appose sur Drago Malfoy la marque des ténèbres. Il devient un mange-mort chargé d'assassiner Dumbledore.
Ce crime de participation à une entreprise terroriste s'est concrétisé par des exactions particulièrement graves. La première d'entre elles, c'est l'utilisation par l'accusé de sortilèges impardonnables. Vous le savez, ces sortilèges sont interdits depuis 1717. Ils relèvent de la magie noire et portent une atteinte incontestable aux droits fondamentaux des sorciers de notre communauté. L'utilisation de ces sorts est d'ailleurs motivée par une profonde et réelle volonté de faire souffrir, d'asservir une personne ou de la tuer. Vous n'accepterez pas l'argument de la défense, qui va venir, j'en suis sûr, selon lequel l'utilisation de ces sortilèges est autorisée en temps de guerre. Il ne faudrait pas oublier que la guerre en question opposait notre communauté de sorciers à une faction violente et destructrice, souhaitant l'anéantissement d'une partie de notre communauté. Je vous demande donc de reconnaître Drago Malfoy coupable du crime d'utilisation de 2 sortilèges impardonnables. Mesdames et messieurs les juges, mesdames les membres du jury, ce n'est pas fini. S'il a finalement failli à sa mission d'assassiner Dumbledore, l'accusé pourra néanmoins être reconnu coupable d'une triple tentative d'assassinat au sens de notre code pénal magique. L'accusé ne s'est aucunement préoccupé des potentielles victimes collatérales de ses actions, infligeant ainsi des blessures volontaires et conscientes à M. Harry Potter, à Mme Cathy Bell et à M. Ronald Weasley. Vous pourrez donc en sus reconnaître l'accusé coupable du délit de coups et blessures volontaires. Vous n'accepterez bien sûr pas la fin de non-recevoir qui va vous être présentée par la défense, selon laquelle Drago Malfoy aurait agi sous l'emprise du sortilège de l'Imperium. Cet argument lui a sûrement été soufflé par son papa. Mais M. Malfoy a agi dans une lucidité implacable, marquée par une allégeance volontaire à Voldemort. J'en veux pour preuve la réussite de son projet de réparer l'armoire à disparaître de la salle sur demande, afin de permettre aux Mange-Morts d'envahir Poudlard. La réussite d'un tel projet demande assurément de la patience, de l'acharnement et du talent. Elle démontre la lucidité et la personnalité calculatrice de l'accusé. Drago Malfoy n'a pas hésité à menacer M. Barjot de la boutique Barjot et Burke, en lui montrant sa marque des ténèbres. Intelligent, vif et rapide, M. Malfoy est capable de monter des plans ingénieux et machiavéliques. Entraîné par sa tante criminelle, Bellatrix Lestrange, l'accusé maîtrise aussi l'occlumencie. Il parvient à bloquer son esprit contre les tentatives de pénétration extérieure, ce qui le rend d'autant plus calculateur. Avec sa baguette en bois d'aubépine, il s'est révélé particulièrement apte à jeter des sortilèges de magie noire. Que dire de Neuville-Londubat, victime du maléfice du bloc-jambe? Ces sortilèges de magie noire sont difficiles à maîtriser, et tous ces indices doivent vous amener à reconnaître l'entière responsabilité de l'accusé dans la commission de ces méfaits. Vous pourrez alors reconnaître l'engagement volontaire, lucide et conscient de l'accusé dans une entreprise à visée terroriste menaçant notre communauté. La combinaison des crimes et délits commis par l'accusé et leur motivation particulièrement sombre devront vous mener à faire preuve de la plus grande sévérité lors du choix de la peine que vous lui infligerez. Le fait que M. Malfoy ait été mineur au moment de la commission de certains crimes et délits ne doit pas réduire l'importance de ce procès pour notre communauté, ni celle de la gravité des faits qui ont été commis par l'accusé, dans le cadre de ce que vous avez vous-même qualifié comme étant une guerre. Aucune prescription des faits envisagés ne pourra être retenue face à l'importance capitale du procès de ce soir. Je vous invite donc à donner à ce procès historique l'issue que nous attendons tous. Et je vous remercie pour votre attention. Mesdames et messieurs du jury, avant de commencer à évoquer plus en détail les indignes accusations adressées à l'encontre de M. Malfoy, nous voudrions aborder un premier point important. Qu'est-ce qui caractérise le passage à l'âge adulte? Selon notre droit, c'est lorsque l'on atteint 18 ans. De toute façon, quoi qu'on en dise, notre client avait guère plus de 16 ans à l'époque des faits qui nous sont reprochés. Mais je vous parle ici du vrai passage à l'âge adulte. Du moment où le garçon devient l'homme. Du moment où l'enfant, quittant ainsi l'innocence juvénile, finit par préférer la mer du café à la douceur du chocolat chaud. Et l'aigre de la bière au beurre à la délicatesse du jus de citrouille. À partir de là, comment peut-on aimer l'amertume alors que le terme est un synonyme de tristesse, de rancœur, d'un sentiment d'inachevé, voire d'injustice? Parce que c'est cela devenir adulte.
c'est embrasser ses déceptions, ses colères et ses responsabilités. Voilà ce qui est arrivé à M. Malfoy lors de sa 6e année à Poudlard. Il a été injustement et brusquement forcé à passer à l'âge adulte, en se voyant ordonné de tuer le directeur de son école, celle dans laquelle il avait vécu pendant 6 ans, où il s'était fait tous ses amis, où il avait commis toutes ses idioties d'enfant et d'adolescent. Et par un seul coup fatal de baguette magique, sa vie en un instant deviendrait pathétique. Avant ces tragiques événements, Drago était un enfant. Depuis, M. Malfoy est un adulte. Et il y a fort à parier qu'il ne boit plus de chocolat chaud ni du citron. En effet, la famille de mon client l'a poussé trop rapidement dans l'âge adulte. Laissez-moi vous poser une question. Connaissez-vous la liste des grandes familles de sang pur écrite par Tenius Notes? Laissez-moi vous expliquer. On peut y voir apparaître les noms tels que Burke, Black, Lestrange, Greengrass, Malfoy. Je ne vais pas épiloguer sur les 28 autres noms que possède cette liste parce que ma conclusion sera toujours la même. Mon client, M. Drago Malfoy, a vécu entouré de familles, d'amis, qui prônaient le même culte. Le culte du sang pur au détriment des moldus et némoldus. Son père Lucius était oppressif et il voulait que son fils soit comme lui, puissant. C'est pour cela qu'il a voulu le mettre à l'école de magie d'Armstrong. Et si mon client avait eu l'audace de se rebeller, il aurait subi le même sort que sa tante, Andromeda Tonks, reniée parce que tombée amoureuse d'un moldu. Ou encore pire, de son oncle, Sirius Black. Je vous épargne les tragiques événements qu'il repose en paix. Alors, Narcissa, sa mère, l'a finalement envoyé à Poudlard. Ça aurait pu être une réussite, mais ce fut un échec. Et mon client, qui était terrorisé par son père, à tel point que l'épouvantard de M. Drago Malfoy n'est autre que Lucius Malfoy, son propre père. Le fait qu'il aille à Poudlard complique les choses. Il fallait qu'il soit comme son père à son âge. Il fallait qu'il aille à Serpentard, qu'il épouse une femme d'une grande famille de sang pur, qu'il devienne un grand préfet, qu'il devienne un grand sorcier, et même le plus grand des sorciers. Et surtout, il fallait qu'il prête allégeance au Seigneur des Ténèbres. Alors mon client a été obligé de se laisser apposer la marque des Ténèbres comme signe d'allégeance, notamment lorsque Lucius Malfoy a échoué à plusieurs reprises à effectuer les missions qu'il devait faire pour l'ordre Voldemort. Serpentard. Salazar Serpentard. Sa légende. Son obsession pour le sang pur. Son fourche-langue. Voilà le carton qui pesait sur M. Malfoy. Lui qui ne parle d'ailleurs pas un mot de cette traître langue. Contrairement à son rival, M. Potter, qui la maîtrise parfaitement. Serpentard, c'est la maison de Tom Jedusor. C'est la maison de sa mère Narcissa, de son père Lucius, de Severus Rogue, ou encore de Madame Dolores Umbridge ici présente. Imaginez un peu ce que M. Malfoy aurait pu devenir si ce maudit Choixpeau, qui s'amuse depuis des siècles à jouer avec les destinées des élèves, en favorisant l'héritage, l'entre-soi, la consanguinité et le déterminisme social, si ce maudit Choixpeau l'avait envoyé à Poufsou. Monsieur Malfoy aurait sûrement développé d'autres qualités que celles de la magie noire. La botanique. Ou le Quidditch, lui qui était d'ailleurs déjà si doué dans sa deuxième année, avant d'en être totalement détourné. J'aimerais vous poser quelques questions. Pensez-vous que l'on peut punir un enfant pour les crimes que ses parents ont commis? Pensez-vous que l'on peut condamner un être humain qui a des problèmes psychologiques pour les réactions qui s'ensuivent? Pensez-vous que l'on peut condamner Drago Malfoy pour l'éducation que ses parents lui ont donnée?
Non. D'après le code pénal des Moldus, nul n'est responsable que de son propre fait. Drago Malfoy n'est pas responsable de l'éducation que lui ont donnée ses parents. Mon client était atteint de grandes crises de colère qui le poussaient à agir démesurément. Parce que quand une personne instable psychologiquement se sent désarmée, menacée, alors c'est son inconscient qui va prendre le dessus. Nous ne pouvons pas lui en vouloir pour ses réactions. Vous ne pensiez véritablement pas qu'il y aurait des séquelles psychologiques? Drago Malfoy n'était pas capable de discernement, de par son instabilité psychologique, mais également de par son éducation, cette peur. Imaginez-vous un seul instant, vous grandissez dans une famille qui vous dit tous les jours, vous êtes un être supérieur. Les personnes nées moldues sont inférieures. Vous devez pactiser avec le Seigneur des Ténèbres. Oseriez-vous vous rebeller? Je vous accuserai de mensonge si vous me répondiez positivement. Parce que vous ne pouvez pas vous rebeller, parce qu'il n'y a pas de choix. Vous ne vous rendriez pas compte que vous êtes du mauvais côté. Mon client ne s'est pas rendu compte qu'il était du côté des ténèbres, parce que c'est comme ça qu'on l'a éduqué. Alors, quand, malgré tout, il a essayé de saboter ses chances à chaque fois qu'il était obligé d'essayer de tuer Dumbledore, vous l'avez laissé sombrer alors qu'il y avait de l'espoir, alors que vous auriez pu l'aider. Mais non, parce que personne ne peut avoir de problème plus grave que Monsieur Potter. Venons-en maintenant à Albus Dumbledore, le grand et regretté directeur de Poudlard, que Monsieur Malfoy devait, nous le savons maintenant, assassiner. Il nous a lui-même confié les terribles derniers mots qu'ils ont échangés avant sa froide exécution par Severus Rogue. Le directeur de Poudlard n'entretenait pas avec M. Malfoy la même relation qu'avec d'autres élèves de son école. On pense en particulier à celle particulièrement douteuse qu'il entretenait avec M. Potter. Durant toutes ces années où vous savez qui a menacé l'école de Poudlard, les élèves ont véritablement connu la peur. Mais il ne faut pas croire que ceux qui étaient de son côté avaient moins peur. Bien étonnant à ce moment-là que M. Malfoy ait consacré tant d'efforts à la pratique de l'occlumencie, comme nous en a parlé notre cher contradicteur. Et c'est une pratique qui permet donc de bloquer les pensées, de bloquer ses propres pensées à la lecture des autres. La seule autre personne qu'il connaissait qui développait cette pratique était Severus Rogue, qui cherchait lui-même à empêcher vous savez qui pénétrer ses pensées. Toujours est-il que durant ces nombreuses années où vous savez qui menaçait Poudlard, le seul homme qui a semblé capable de protéger ses élèves, c'était Albus Dumbledore. Sa sagesse et sa puissance étaient incontestables. Et M. Malfoy le respectait, voire même, nous le pensons, l'admirait. Voilà pourquoi il n'a pas pu tuer Dumbledore, comme il nous l'a lui-même avoué, malgré la peur écrasante qui pesait sur lui. J'aimerais maintenant revenir sur les quelques témoignages que nous avons découverts en même temps que vous aujourd'hui. Nous ne reviendrons donc pas sur les témoignages. Il me semble que notre contracteur n'a pas été coupé. Monsieur Potter. Alors oui, parlons-en. Le fameux Harry Potter, qui a vu sa famille se faire tuer par Lord Voldemort, qui a grandi dans ce petit cagibi en dessous des escaliers de son oncle et de sa tante. Celui qui est allé à Poudlard comme l'élu. Ce pauvre petit garçon désespéré est aujourd'hui un des plus grands sorciers que le monde de la magie ait connu. Il est devenu le sauveur de Dobby, le sauveur de Harry, de Hermione et de Ron, le sauveur de Poudlard, et je dirais même
le sauveur du monde de la magie, mais pas le sauveur de Drago Malfoy. J'aimerais vous rappeler une petite anecdote. Savez-vous que Drago Malfoy avait proposé à Monsieur Potter de devenir son ami? Et ce dernier a refusé. Encore une fois, Monsieur Potter humiliait mon client devant les autres. Comment voulez-vous que ce garçon s'en sorte alors que la personne qui était son rival, celui, on disait de lui qu'il était l'élu, le méprisait? Alors oui, Monsieur Potter n'a pas été sanctionné à chaque fois qu'il a commis des erreurs, notamment lorsqu'il a laissé mon client pour mort dans les toilettes. Mais bon, c'était Monsieur Potter. Alors parlons du fameux Drago Malfoy. Celui qui a grandi dans la grande famille de sang pur. Celui qui a vécu dans ce manoir peuplé de mange-morts. Celui qui a été façonné à l'image de son père Lucius. Pourtant, le grand héritier des Malfoy est devenu la victime de son rang. Il est devenu le bourreau d'Harry, de Hermione et de Ron, le bourreau de Poudlard, le bourreau de Dumbledore. Mais non, ce n'était pas votre bourreau. Alors ce soir, si vous l'acquittez, il sera quitte avec vous, quitte à ce qu'il quitte ce procès équitable comme il a quitté le système. Pour plus rapidement, mesdames et messieurs du jury, il a été reproché beaucoup de choses à M. Potter ce soir. Beaucoup trop de choses. Le ministère public a tenté de dresser... D'accord. Bref, nous arrivons à cet instant avancé de la soirée où nous nous sommes souvenus ensemble, grâce aux témoins notamment, d'énormément de choses. Mais qu'avez-vous oublié? Ce soir, des mots ont été prononcés, répétés, débités, mitraillés. Ce soir, des témoins ont parlé, gesticulé, exagéré, menti même. Ce soir, le jury a écouté, regardé, observé, somnolé peut-être parfois. Mais qu'avez-vous oublié? Ce soir, mesdames et messieurs, vous avez oublié de comprendre. De comprendre comment un gosse que l'on a tenté de transformer en monstre en est ressorti brisé. Et surtout de comprendre pourquoi, dans cette tragédie qui nous a été contée, M. Malfoy est peut-être une victime, mais certainement pas un coupable. Merci. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les membres du Major Mago, Mesdames les jurés. Nous voilà au terme d'un procès qui a vu s'affronter dans cette salle le bien contre le mal. Il me revient la lourde charge, en tant que sorcière avocate, de défendre Drago. Drago, regardez-le, lunaire autant que Harry et solaire, provoquant et rusé autant que Harry est patient et loyal. Un coupable idéal. Un coupable idéal aux yeux de l'opinion publique, celle qui tire la manche des avocats moldus et qui hante le prétoire magique. Sacrifions Drago pour solder la fin des années troubles et des années de peur collective. Sacrifions Drago pour ne jamais voir revenir le Seigneur des Ténèbres. Est-ce pour autant un coupable aux yeux de votre droit, du droit? Là est la seule question qui devra nous préoccuper. Je vais consacrer 2 temps à mon propos, 2 temps qui, au fond, éclairent le sens de ce procès. Drago doit-il payer pour les fautes qu'il a commises en tant qu'adolescent? Ou Drago est-il le nom de la victime expiatoire sacrifiée à la gloire d'Harry, le sorcier qui a vaincu celui dont on taira le nom à jamais? Les témoins et les sorciers avocats ont montré combien Drago est coupable, pas par action,
pas par omission, mais par ADN. La pression familiale, le fantôme de Sirius, la famille planant comme une ombre, la pression de Serpentard, le trouble jeu des professeurs de Poudlard, qui a la solde de la bonne magie, qui a la botte des mange-morts. Bref, Drago est la victime de la peur que fait régner le prince des ténèbres. La question que je voudrais soulever ici est plus dérangeante. Drago se sent, il nous l'a dit, jouer de forces qui le dépassent, et personne ne s'avance pour l'en défendre. Ce que je voudrais plaider ici est l'absorption de la responsabilité de Drago dans celle de Poudlard. Sa mère, même, nous l'a dit, elle renifle, telle une louve, sa faiblesse, et passe un pacte avec Rogue pour protéger son fils. Drago est un pur objet de la deuxième guerre des sorciers, lancé tel un projectile pour persécuter les élèves dans des brigades inquisitoriales que la directrice Madame Ombrage institue au sein de Poudlard. Drago n'est au fond pas que la victime de l'ego surdimensionné de son père, ou même de la marque des ténèbres. Il est choisi par le système des sorciers pour être l'élu des ténèbres. Or, le système des sorciers est le ministère de la magie. Le système des sorciers est cette école de Poudlard qui apprend aux futurs sorciers leur métier, au point même que l'algorithme du chapeau magique aspire les données personnelles de Drago pour mieux le sélectionner. Et là, pas d'hésitation, Drago doit intégrer Serpentard. La responsabilité de Poudlard est de laisser se développer cette maison dont tout le monde sait qu'elle est tentée par la transmission de la magie noire et qu'elle pourrait même soutenir le mage noir. Au lieu de supprimer cette maison, Madame McGonagall, Poudlard joue la carte entre les formes de magie. Elle les met en concurrence jusqu'à la mort, jusque dans le choix de son corps professoral. Personne ne s'alarme d'ailleurs des risques psychosociaux que court mon client, en particulier dans sa 6e année de scolarité. Même Harry l'espionne. Mais Harry n'a jamais rien signalé aux autorités. Il a juste utilisé Drago comme un élément de son jeu. Drago, au fond, n'a jamais eu le choix. Le rabbi Akiba, au 1er siècle de l'ère Moldue, défendait déjà l'idée que le mystère de Jacob, dans son combat contre l'ange, tient tout entier dans l'idée que tout n'est pas écrit par avance. Il incarne la notion de permission. Le mystère de la permission n'est offert qu'à Harry. Il choisit sa maison après quelques hésitations de l'algorithme. Il choisit sa magie après quelques hésitations avec la magie noire. Il fait au fond le choix de sa vie. Drago n'a jamais eu la possibilité de faire ce choix. Malgré sa dangerosité apparente, pas de fiche S, pas de surveillance psychiatrique, pas même de rappel au règlement envers le préfet de Serpentard. Ma conclusion, c'est tout simplement que Drago n'est pas responsable. Il est le jeu de la manipulation des ténèbres et donc il ne peut pas être coupable. Ce procès, mesdames et messieurs, n'est pas celui d'un adolescent passé du côté obscur de la force. Non, c'est le procès de l'instrument de Voldemort,
Que le tribunal magique ne s'y trompe pas. Condamner Drago signifie valider les lâchetés des sorciers contre le mal. À ce titre, nous défendons que Drago n'est pas coupable de meurtre, ni même complice, pas plus qu'il n'est coupable d'utilisation de sortilèges interdits. Reste que Drago est coupable de certains comportements qu'il a eus en tant qu'élève de Poudlard. Drago est coupable de harcèlement scolaire contre vous, Ron. Drago est coupable de la diffusion de propos racistes contre les sans-de-bourg, comme en a témoigné Hermione. Oui, Drago doit faire face à ses responsabilités aggravées par son statut de préfet de Serpentard et de responsable de brigade. Mais ce n'est pas tant la qualification de ces faits que je vais discuter devant vous, mais c'est leur sanction que je voudrais interroger. La sanction maximale, vous l'avez rappelé, est la prison d'Azkaban sous la surveillance de détraqueurs. Pour comprendre de quoi Drago est responsable et comment le condamner, je pense qu'il est grand temps de revenir au sens de ce procès. Tout consiste aujourd'hui à éviter que le combat Dumbledore contre Gédusor ne soit remplacé demain par celui de Harry contre Drago. Il faut pour cela que le droit soit mobilisé par ce tribunal comme un fervent de civilisation. Il faut et il suffit que le droit garantisse à Drago l'apprentissage de l'altérité. Drago est digne d'être sauvé par le droit pour fonder une nouvelle société de sorciers. Harry lui-même l'a compris sans comprendre pourquoi il faisait ce geste alors qu'il a sauvé Drago des flammes. Drago doit être civilisé par le droit en redécouvrant sa part d'humanité, son droit au repentir, son droit à l'éducation à l'autre et un strict suivi psychosocial. Seulement et seulement alors, ce procès sera l'occasion de faire de la deuxième guerre des sorciers une page de l'histoire britannique, un véritable antidote à toute envie de Brexit dans la société des sorciers, à même d'exploiter enfin quelques synergies magiques pour que les moldus qui hantent le marché de Noël assument aussi leur part de sorcellerie. Cette responsabilité vous appartient, tout le reste a été dit et le sort de Drago repose entre vos mains. Je dois dire que cette annonce a été assez difficile pour moi. Entendre parler de ce que j'ai raté, c'est dur. Je pourrais utiliser ce ton, d'essayer de vous convaincre que je suis une personne sans faute, ou que je suis innocent. Mais je ne vais pas faire ça. Je vais parler d'un sujet très personnel pour moi, celui d'amour. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, parce que je ne l'ai jamais dit. Normalement, ce n'est pas le genre de choses que l'on dit devant notre tribunal. Mais si ce soir je suis condamné, et nous encore un genre, on ne l'entendra jamais. C'est que depuis la première fois que j'ai posé le pied à Poudlard, je suis fou amoureux d'eux. Évidemment, Harry Potter m'a toujours exaspéré. Mais ce coup de talon, je ne l'ai jalousé que pour elle. Je n'ai jamais pu m'avouer ça. Mon père m'aurait grandi. Je devais insulter ce type, parce que c'est la manière dont j'étais accepté à Poudlard, par les Serpentards. Un personnage a été créé pour moi,
et je devais en être à l'auteur. Quand vous croyez à 11 ans que les moldus ne manquent rien, et que vous voyez que la plus belle, la plus brillante de votre école en est une, votre monde s'écroule. Cette Rousseau a accompli de très mauvaises choses pendant sa vie. Mais ce qu'il a fait de bon est beaucoup plus important. Et il a fait pareillement pour Lily Potter. Moi aussi, j'ai accompli de mauvaises choses pendant ma vie. Mais ce que j'ai fait de bon, je l'ai fait pour aimer en grandeur. Monsieur Malfoy, je vous invite à vous rendre à la barre, s'il vous plaît. Après en avoir délibéré, le tribunal vous estime, vous juge coupable d'injures racistes publiques et privées, coupable des faits de harcèlement moral commis pour partie sur un mineur de 15 ans et en présence de mineurs, coupable de triple tentative d'assassinat et complicité de meurtre, coupable de l'utilisation d'un sort impardonnable, l'imperium, enfin coupable de complicité de crimes de haine avec le mange-mort contre les Moldus ou leurs sympathisants. Vous avez été condamné à la privation de l'utilisation de la magie pour une durée d'1 an, à suivre un stage d'apprentissage d'altruisme psychologique par un psychologue au Prudence. Au bout de 1 an, après que vous n'ayez pas utilisé votre magie pendant 1 an, vous subirez un examen pour vérifier que vous êtes apte à retrouver la magie. L'audience est levée.